Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons ce journal avec la conférence mondiale de l'Internet qui s'est achevée hier vendredi à Wuzhen, dans l'est de la Chine. Plus de 2000 personnes s'étaient rassemblées à l'occasion de cette réunion de 3 jours, dont des entrepreneurs d'Internet et des représentants gouvernementaux. C'était l'occasion pour les entreprises de présenter leurs technologies et leurs produits et pour la Chine d'exprimer son point de vue sur le développement de l'Internet mondial. L'ancienne ville pittoresque de Wuzhen était la scène d'un sommet mondial sur la nouvelle industrie, celle de l'Internet. Lors de la réunion, le thème était la connexion et la communication de tous, partagée et gouvernée par tous. Lors d'une conférence de presse organisée à la fin de la conférence, Lun Xianlian, directeur adjoint de l'administration de l'espace informatique de la Chine, a souligné le besoin de construire une unité d'espace informatique au travers du monde entier. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a salué l'appel de la Chine. Lors d'un discours clé le jour de l'ouverture, le président Xi Jinping a appelé à de nouvelles règles mondiales sur la gouvernance de l'Internet, s'opposant à une hégémonie informatique. Il a souligné que chaque pays devait avoir son droit de souveraineté pour gouverner l'Internet. Tous les pays devraient se rassembler contre l'abus de la technologie informatique, la surveillance de l'Internet et les attaques informatiques contre un espace informatique armé. Les propositions de Xi Jinping ont soulevé des discussions lors de la conférence. Chaque pays a un rôle à jouer en ce qui concerne la sécurité informatique. Chaque pays doit travailler ensemble pour combattre le terrorisme, tout comme chaque pays doit travailler ensemble sur les questions de sécurité liées à l'informatique. L'avis de la Chine sur ce qui se passe sur Internet et partout dans le monde est très important. C'est bien d'organiser cette conférence ici et d'entendre des points de vue de pays asiatiques sur le développement de l'Internet. Nous devons partager nos idées. Je viens du Chili et l'Internet a également une grande influence sur notre société et change la façon dont les gens construisent leurs relations, la manière dont ils achètent leurs produits, et nous devons parler de cela et discuter de comment bénéficier davantage de l'Internet. Je pense que la Chine y joue un rôle important et que la Chine est également un meneur du développement de l'Internet. Il est important d'être ici pour voir ce que le pays pensera du développement de l'Internet à l'avenir. La conférence mondiale de l'Internet à Wuzhen présente également des produits technologiques avancés qui commencent déjà à changer nos vies. Lors d'une exposition appelée La lumière de l'Internet, près de 260 entreprises du monde entier ont présenté leurs produits novateurs, tels que des voitures sans conducteur, des caméras de réalité virtuelle et la technologie de communication 5G. L'innovation Internet et son développement durable étaient des thèmes clés de la conférence mondiale de l'Internet 2015 qui se tenait à Wuzhen. À cette occasion, notre chaîne a porté une attention particulière aux perspectives de coopération sino-africaine en termes d'Internet. Le ministre ougandais des technologies de l'information et des communications estime que la coopération sino-africaine a un bel avenir. Il a même encouragé sa fille à partir étudier en Chine afin de bien maîtriser la langue chinoise. Il a déclaré que le potentiel de la coopération de l'Internet entre la Chine et les pays africains est à ses yeux énorme. Nous venons de signer plusieurs accords entre le gouvernement des pays d'Afrique de l'Est et de la Chine pour construire une autoroute de l'information pour l'Afrique. Li Yifei, secrétaire du PCC de Yiwu, l'un des pôles commerciaux de l'Est de la Chine, estime que les commerces en ligne favoriseront les échanges de marchandises entre la Chine et les pays africains. Chaque jour, plus de 400 000 colis partent de Yiwu vers les 4 coins du monde, dont l'Afrique. Je pense que dans le domaine de e-commerce, la Chine et les pays africains ont une grande marge de coopération. Le commerce en ligne est en pleine croissance en Afrique, tout comme l'usage du smartphone et la pénétration d'Internet sur le continent. Nous sommes en train de construire notre backbone, c'est-à-dire interconnecter toutes les régions de notre pays via la fibre optique. Nous avons pris plusieurs sorties vers les points d'atterrissement. Donc je pense que d'ici quelques années, notre taux de pénétration Internet sera nettement plus élevé, ainsi que le rapport qualité-prix. Le forum sur la coopération sino-africaine s'est tenu début décembre. La coopération des commerces en ligne a été encadrée par 10 projets majeurs de coopération sino-africaine.
Lors de la conférence mondiale de l'Internet, les deux parties ont une fois de plus été convaincues que cela ouvrira une nouvelle ère dans les échanges commerciaux entre la Chine et les pays africains. Technologie toujours, les ingénieurs indiens possèdent deux avantages. Ils évoluent au sein d'entreprises technologiques de qualité et ils baignent dans un environnement anglophone. Ces facteurs ont largement contribué à l'essor de l'industrie technologique en Inde. La prochaine phase de développement concerne l'émergence de nouvelles start-up indiennes créées par ces nouveaux talents et de plus en plus publicitées par rapport aux multinationales classiques. Reportage à New Delhi. L'actuel PDG de Google, d'origine indienne, Sundar Pichai, est une source d'inspiration unique pour la jeune génération indienne. Sa visite en Inde suscite toujours l'admiration de tous les jeunes Indiens se voyant déjà dirigeants d'entreprises technologiques. Le PDG de Google représente exactement ce à quoi les ingénieurs développeurs de logiciels indiens aspirent. Sundar Pichai rappelle que la prochaine phase de développement de cette industrie technologique indienne concerne désormais le marché des startups. Tous les ans ou tous les 2 ans, au moment où j'effectue ce voyage en Inde, je m'attends toujours à assister à ce changement. Ce n'est que lors de mon voyage l'an dernier où j'ai vraiment ressenti que la culture start-up s'était enracinée dans le pays. Il est toujours incroyable de voir l'échelle indienne grandir au fil des ans. Le pays a besoin d'entrepreneurs ambitieux pour bouleverser, construire de nouvelles choses en général en Inde. Je pense qu'il s'agit d'une occasion unique pour l'Inde qui présente déjà tous les éléments pour mener à bien ce changement. Ainsi, l'Inde est en excellente position pour réussir. L'Inde ambitionne de devenir la Silicon Valley de l'Orient. Le pays entend mettre sur pied une culture start-up et encourager sa jeunesse à créer ses propres emplois. Cet objectif est également crucial pour garantir à l'avenir les emplois nécessaires à la population active indienne qui ne cesse de grandir. Ainsi, les ingénieurs du pays, qui étaient jadis les fers de lance du développement de l'industrie technologique indienne, entendent aujourd'hui alimenter la croissance des nouvelles start-up du paysage entrepreneurial indien. Les ingénieurs développeurs de logiciels indiens sont largement responsables de la réussite de l'industrie des services technologiques indiens. Certains espèrent toujours rejoindre les rangs des plus grandes multinationales du secteur, mais d'autres sont maintenant déterminés à participer à l'essor du marché des startups à travers tout le pays. Raman Roy est connu pour être le père de l'industrie de la sous-traitance indienne. Il a fondé Spectramine en l'an 2000, qui a été racheté quelques années plus tard par Wipro, l'une des entreprises technologiques les plus puissantes du secteur dans le pays. Raman rappelle que les ingénieurs constituaient l'épine dorsale de l'essor de l'industrie high-tech indienne. Selon lui, l'Inde doit désormais utiliser ses ingénieurs et tous ses autres talents pour construire ensemble les bases de la nouvelle croissance issue du développement du marché des startups. Les ingénieurs joueront un grand rôle dans la création de nouvelles plateformes, des nouvelles applications et dans la création du nouvel écosystème. Mais le savoir-faire ne viendra pas seulement des ingénieurs. Il viendra également des autres talents indiens. Ce sera le mariage entre les ingénieurs et les autres talents qui lancera réellement le début de la croissance des startups indiennes. Une main-d'œuvre éduquée avec une grande capacité d'apprentissage reste l'une des plus grandes forces de l'Inde. Même les géants comme Google ont commencé à planter leurs graines en finançant des programmes pour des startups indiennes dans le mobile à hauteur de 50 000 $. Le gouvernement indien entend également faciliter le processus de création de startups dans tout le pays. Aujourd'hui, on constate que nombre de startups indiennes préfèrent s'installer à Singapour. Le gouvernement indien prévoit d'améliorer le régime fiscal, le processus d'octroi des licences d'exploitation, ainsi que l'ensemble de l'écosystème pour que le rêve de devenir la Silicon Valley de l'Orient puisse enfin devenir réalité. Politique étrangère à présent. Un responsable du gouvernement turc a déclaré que la Turquie et Israël étaient proches d'un accord visant à normaliser leurs liens après des progrès effectués lors de négociations à huis clos. Des responsables israéliens ont révélé que durant leurs pourparlers secrets en Suisse, l'État hébreu et la Turquie étaient parvenus à des compromis afin de normaliser des liens qui étaient sur le déclin à la suite du raid israélien meurtrier de 2010 sur un navire turc. Une source anonyme turque a indiqué que des progrès avaient été réalisés quant aux demandes les plus importantes formulées par la Turquie, portant notamment sur une levée du blocus de la bande de Gaza, ainsi qu'à une indemnisation suite au raid de 2010.
Lors de leur dernier sommet de l'année, les dirigeants de l'Union européenne ont peiné à parvenir à une solution commune sur la crise des migrants. Et les discussions sur le référendum de l'appartenance à la Grande-Bretagne à l'Union européenne ont révélé le fossé qui sépare les pays. Plus d'1 million de migrants et de réfugiés sont arrivés cette année en Europe. Mais les profondes divisions ont été dévoilées au grand jour quand seuls 8 dirigeants européens sont venus participer aux discussions avec la Turquie, pays par lequel transite la majorité des réfugiés. Cette réunion a porté sur des questions que les dirigeants croyaient déjà réglées, telles que les centres de réception. Tous les éléments d'une stratégie sont ici, mais il existe encore un déficit au sujet des centres de réception, des relogements et des retours. Par-dessus tout, nous échouons à protéger nos frontières externes. Les pays européens ne sont pas non plus parvenus à se mettre d'accord sur le projet de création d'une agence des frontières et des gardes-côtes, ayant le pouvoir d'intervenir n'importe où dans l'Union sans permission préalable des gouvernements nationaux. Les dirigeants ont également discuté du référendum que prévoit d'organiser la Grande-Bretagne sur sa sortie de l'UE. Le Premier ministre britannique David Cameron tente de renégocier l'adhésion de son pays afin de faire en sorte que les électeurs choisissent de rester dans l'Union européenne. L'une des principales demandes britanniques est le gel pendant 4 ans des avantages sociaux des migrants européens travaillant au Royaume-Uni. Une demande qui remet en question le principe de liberté de mouvement. Il n'est pas acceptable de revoir ce qui fonde les engagements européens. Mais à l'issue des discussions, le Premier ministre britannique s'est montré optimiste. Nous avons fait un grand pas en avant vers un meilleur accord pour la Grande-Bretagne, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Un récent sondage a révélé pour la première fois qu'une majorité de Britanniques pourrait voter en faveur de la sortie de l'UE. En Europe toujours, le Premier ministre britannique David Cameron appelle à modifier le règlement limitant l'accès au système national de sécurité sociale à la main-d'œuvre des autres nations composant le bloc des 28 pays. La chancelière allemande Angela Merkel a évoqué des tensions relatives à la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne. La dirigeante s'exprimait à l'occasion de la réunion des dirigeants européens qui se déroulait à Bruxelles, en Belgique. On l'écoute. Concernant la liberté de circulation, on doit observer un phénomène qui, après tout, lorsqu'on parle de liberté de mouvement, concerne la liberté de mouvement de personnes ayant un emploi et non de celles qui en cherchent un, les chômeurs. Puis vient la question de savoir quand ces personnes pourront bénéficier d'avantages sociaux. À l'évidence, nous avons toujours des emplois qui impliquent une part de déplacement et une autre d'avantages sociaux. C'est ici que résident les tensions et nous devons les gérer. Un homme d'affaires danois a prêté un squelette de tyrannosaure au musée d'histoire naturelle de Berlin, en Allemagne. Découvrons ensemble en images l'histoire de ce rare spécimen et de son propriétaire. Cet animal de 12 mètres de long a un nom, Tristan Autan, et c'est l'un des spécimens les mieux préservés au monde de Tyrannosaurus rex. Il a été découvert aux États-Unis en 2012 et acheté par l'homme d'affaires danois Niels Nielsen, qui est fasciné depuis son plus jeune âge par les dinosaures. Je pense que j'ai acheté une dent de tyrannosaure et quand je l'ai tenue pour la première fois, quelque chose de magique s'est produit. J'ai été attiré par elle et je pense que cela et le fait que mon fils soit très intéressé par les dinosaures m'a fait m'intéresser aux dinosaures. Puis, quand j'ai eu l'occasion d'acquérir ce tyrannosaure, j'ai senti que c'était l'occasion d'une vie que de pouvoir participer à un truc comme ça. Nielsen a offert Tristan au musée d'histoire naturelle de Berlin, une institution dont il a une haute opinion. Berlin, par rapport aux autres musées d'histoire naturelle, se concentre d'abord sur la recherche plutôt que sur le nombre de visiteurs. Et par conséquent, il se base toujours sur un point de vue scientifique. Donc, d'une certaine manière, cela m'a plu et intéressé. Si vous voulez avoir un fossile et dévoiler ses secrets, c'est l'endroit pour le faire, car c'est ce qu'ils font en priorité. Pour le musée, le cadeau de Nielsen est un don du ciel. Vous devez imaginer que vous recevez un appel et qu'on vous offre un Tyrannosaurus rex, un original. Voudriez-vous avoir un tyrannosaure? La seule condition est qu'il soit exposé et que vous meniez des recherches sur lui.
C'est exactement ce que nous faisons, bien sûr. Nous avons une superbe exposition. Nous sommes l'un des musées de dinosaures les plus populaires du monde et nous menons d'excellentes recherches en parallèle. Le squelette du tyrannosaure restera exposé pendant 3 ans. Et après les animaux préhistoriques, les animaux vivants, le nombre de touristes en Ouganda baisse depuis quelques années. Le pays a donc décidé d'augmenter l'offre de circuits et d'attractions touristiques disponibles dans le pays. L'une des nouvelles activités proposées consiste à suivre la trace des gorilles des montagnes. Les majestueux singes dorés qui font partie des espèces menacées sont également mis à contribution dans la relance de l'industrie touristique. Ils passent la plupart de leur temps perchés dans les arbres à fouiller les forêts de bambou de Mgahinga. La zone de biodiversité fait partie du grand massif de Virunga que se partagent l'Ouganda, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tout est question d'or et d'argent dans la région. Les singes dorés y résident aux côtés des gorilles à dos argenté, ces gorilles des montagnes qui sont aujourd'hui menacées d'extinction. Les singes sont incroyables. Nous en avons trouvé beaucoup ici dans la forêt et nous avons eu quelques opportunités de prendre de bonnes photos. C'est franchement très agréable d'évoluer dans leur environnement. Les conservateurs ougandais font tout ce qui est en leur pouvoir pour attirer les singes dorés aussi près que possible des humains. Les chercheurs étudient leurs habitudes alimentaires et comprennent de mieux en mieux leur façon de communiquer et d'établir leur territoire. Ils expliquent que les touristes pourront à présent passer plus de temps avec les équipes scientifiques afin d'en apprendre plus sur ces primates. Ils ont une vie sociale fantastique. Ils communiquent, se déplacent et se nourrissent dans la zone de bambou d'où ils sont faciles à observer, surtout lorsqu'ils sont habitués. À l'heure actuelle, nous travaillons avec un groupe de 60 primates entièrement habitués à notre présence et nous sommes en train d'en habituer un autre. Le nombre de touristes en Ouganda a fortement baissé au cours du premier trimestre de l'année. Ce déclin est lié d'une part à la multiplication des alertes terroristes et d'autre part à la poussée d'Ebola en Afrique de l'Ouest. L'organisation de circuits suivant la trace des singes dorés a récemment permis de faire remonter ce nombre. La plupart des visiteurs qui se rendent dans les parcs nationaux le font pour voir des gorilles, mais les conservateurs tentent de reporter l'attention sur les singes dorés. Nous avons introduit un nouveau produit appelé « Expérience d'acclimatation des singes dorés ». Les touristes se joignent à un groupe afin d'étudier le mouvement des singes et de suivre leur processus d'acclimatation aux humains. Donc ils passent beaucoup de temps ensemble. Cela leur permet de comprendre l'acclimatation, de les appeler par leur nom. Il ne reste que 5000 de ces primates à l'état sauvage et leur préservation est d'autant plus cruciale que leur nombre pourrait encore baisser. Cette région est la seule au monde dans laquelle ils puissent être trouvés. Comme il s'agit d'une espèce rare, ces primates attirent de plus en plus l'attention des touristes. Les conservateurs ougandais espèrent que les circuits suivant leurs traces continueront de stimuler l'activité touristique dans la région. Le Bureau du tourisme est convaincu que cette stratégie portera ses fruits et que le secteur touristique sera rétabli d'ici l'année prochaine. C'est avec ces belles images de la nature que se referme notre journal et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans 1h30 pour un nouveau journal. Excellent type de programme sur notre chaîne.